Il y a quelques semaines, je traînais sur le réseau social des gens à cravate quand j'ai vu ceci. The Line à Neom. C'est quoi ça? C'est quoi cette ville qui va accueillir les Jeux asiatiques d'hiver dans un désert? Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... The Line. La BO du projet nous disait que le monde actuel est moche, ennuyant et gris à souhait. Tous ceux qui ont déjà pris le RER en Île-de-France peuvent en témoigner, c'est vrai. Mais il existe un monde où la verdure est là pour nous sortir de cette grisade monotone. Du moins, c'est ce qu'on essaie de nous vendre en Arabie en ce moment avec le projet The Line. Mais quels sont les objectifs de ce projet et pourquoi est-ce qu'on en parle autant que Kanye West en ce moment? Qu'est-ce qui nous fascine ou nous dégoûte dans ce dernier? Je parle pas de Kenny, mais du projet. Cette vidéo est critique en tant qu'ingénieur dans le GC est là pour vous éclairer sur le projet de civilisation du prince MBS. A la fin, je vous donnerai ma vision du projet et mes grandes interrogations dessus. Je dis pas du tout ça pour le hashtag. Mais avant d'arriver à la critique, essayons de comprendre ce qu'est Neom et The Line. Neom est une ville qui doit sortir de terre dans le sud de l'Arabie, dans la province de Tabouk. L'objectif affiché de cette ville est de sortir l'Arabie Saoudite de sa dépendance du pétrole, ce qui est plutôt intelligent de la part du prince Mohammed bin Salman, héritier d'Arabie Saoudite. Et qui de mieux que MBS pour présenter ses objectifs? En effet, le prince avait fait une vidéo il y a un an où il expliquait que cette ville était censée répondre aux problématiques des villes modernes, comme l'excès de machines, la présence de bâtiments moches et d'usines polluantes. L'objectif in fine est l'amélioration de la qualité de vie, notamment avec l'inclusivité et l'égalitarisme, la gestion renouvelable et écologique et surtout l'optimisation de l'eau. Pour y arriver, il propose de créer une ville composée de 3 grands pôles et regroupant 4 fonctions. Troyena, la cité loisir qui est censée accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Oxagon, la cité industrielle inspirée de Bagdad selon moi. The Line, ville-cité qui regroupe les commerces et les habitations. Et le tout devra être relié par un hyperloop et des rames de métro. Tout ce joyeux bordel devrait être géré par des IA pour permettre à cet énorme édifice de fonctionner 100% en énergie renouvelable. Mais le plus polémique est la cité d'habitation, The Line. Quel est donc le projet? Afin de réduire l'occupation des sols, The Line est une cité de 170 km par 500 mètres de haut et 200 mètres de large. Elle permettrait donc de tenir l'ensemble de la population dans une espèce de grande barre d'immeubles. Jusque-là, rien ne me choque entre guillemets, parce que c'est pas du nouveau. Le Corbusier le faisait déjà il y a bien longtemps. Ce qui est beaucoup plus novateur, ce sont les façades en miroir. L'idée de celle-ci est de permettre de rafraîchir les habitants de la cité en créant une convection thermique. Ce qui est encore une fois plutôt ingénieux dans l'idée, même si on peut déjà sentir quelques problèmes. Mais j'en parlerai plus tard dans la partie problématique. Bref, en réduisant l'étalement urbain sur une barre verticale, ils vont créer une hyperdensité permettant la non-occupation des sols, mais aussi d'avoir une proximité de l'ensemble des commodités et de gérer les lieux par niveau. C'est le concept de ville zéro gravité. Cette vision urbanistique et architecturale ne sort d'ailleurs pas de nulle part, mais s'inspire de 2 concepts inventés et améliorés par plusieurs grands architectes et ingénieurs à travers le temps. Ces concepts sont la vision géométrique et la vision fonctionnaliste, qui est elle-même divisée en 2 sous-catégories, à savoir l'urbanisme linéaire et l'urbanisme zéro gravité. Intéressons-nous à ces 2 visions pour comprendre les racines de The Line. Commençons par la vision géométrique. Cette vision vient de la royauté. L'idée vient du fait que l'ordre et la géométrie doivent prévaloir sur le chaos, à savoir ici l'étalement urbain. On la retrouve dans plusieurs chantiers royaux, comme dans le château de Versailles. Et prenons d'ailleurs l'exemple du château de Versailles pour comprendre quelles sont les limites de cette vision géométrique. Si l'on réfléchit, l'étalement urbain de Versailles n'a pas été empêché par cette vision géométrique. Il semble donc
inéluctable et pas intelligent, selon moi bien évidemment, de vouloir l'empêcher. Pour moi, le premier pas est de planifier la croissance plutôt que d'essayer de la contraindre dans un seul endroit. Neom prend donc le problème à l'envers, selon moi bien évidemment, et pense pouvoir gérer l'étalement urbain au lieu déjà de prévoir et de l'anticiper en amont. Qu'en pensez-vous d'ailleurs? Cette vision géométrique est-elle intéressante et est-ce qu'on doit contraindre l'urbanisme au lieu de l'anticiper? Passons maintenant au deuxième concept, celui du fonctionnalisme. Le fonctionnalisme est un courant de pensée qui dit que les formes architecturales doivent répondre à une fonction. Mis à l'extrême, son objectif est de séparer les fonctions urbaines pour maîtriser le territoire. Et cette vision est défendue par Le Corbusier dans la Charte d'Athènes en 1933. La charte parle de la ville fonctionnelle et Le Corbusier indique que la cité doit être zonée selon 4 fonctions. Habiter, se récréer, travailler et se déplacer. On retrouve donc la quintessence de ce projet dans la cité radieuse à Marseille, où on a l'unité d'habitation type voulue par Le Corbusier, mais aussi dans le projet The Line. Maintenant que vous savez ce qu'est le fonctionnalisme, passons aux 2 sous-catégories du fonctionnalisme, à savoir l'urbanisme linéaire et l'urbanisme zéro gravité. L'urbanisme linéaire est une forme d'urbanisme constituée par une ville s'étendant en longueur autour d'un axe. Arturo Soria est le premier urbanisme ayant eu l'idée et il voulut le faire pour répondre aux problématiques d'étalement urbain. Son projet était la création de petits bâtiments le long d'un boulevard de 500 mètres permettant de relier 2 centres historiques de Madrid. La ville fut créée, mais le résultat fut une ville triste et déserte parce que sans âme, sans activité et sans loisirs. Elle a fini par être engloutie et devenir un quartier de Madrid. L'idée a été reprise un peu partout, et notamment en Russie avec Nikolai Miliutin, mais encore une fois, sans succès. Paolo Soleri, un autre urbanisme, ébauche une ville un peu semblable à celle de Soria et de Miliutin, en incorporant l'ensemble des éléments dans une superstructure incluant des transports collectifs. Encore une fois, sans succès. Et jusque-là, les projets sont assez intéressants pour moi, même si très fantaisistes. Les villes restent à l'état d'ébauche ou bien n'arrivent pas à être attractives par manque de vie. Passons maintenant au dernier point important du projet de The Line, l'urbanisme zéro gravité. Mais sur ce point, il n'est en fait que la maximisation de l'urbanisme sur dalle. Mais Ali, qu'est-ce que l'urbanisme sur dalle? L'urbanisme sur dalle est la séparation des cheminements piétons et de la circulation des transports en commun ou particuliers. Il s'agit d'un éclatement de la rue en plusieurs niveaux selon sa fonction utile. Et encore une fois, on retrouve plusieurs grands noms sur ces idées, à commencer par Léonard de Vinci, qui veut développer des cités sur plusieurs niveaux avec différentes classes sociales. L'idée d'une ville verticale revient fin XXe siècle, et surtout en France, avec la mise en œuvre de villes sur dalles, où l'on sépare encore une fois les bâtiments de travail et les infrastructures. L'un des exemples les plus marquants pour moi est le parvis de la Défense qui sert de bloc de travail et les couches inférieures sont des blocs de transport. Ça crée des villes complètement illisibles et ceux qui utilisent Waze sur la Défense seront d'accord, mais c'est surtout aussi très moche. Si ça vous intéresse et que vous voulez approfondir, je vous conseille la vidéo d'Architecton qui explique infiniment mieux que moi l'histoire de l'architecture et les inspirations de The Line. Vous trouverez le lien en description. Donc, on a vu d'où vient le projet, ses objectifs, mais qu'est-ce qui fait autant polémique alors? Eh bien, la liste est super longue. Commençons donc par la faisabilité technique. Je n'ai pas d'informations sur toutes les spécificités du projet, mais j'ai déjà une très grande inquiétude qui est le choix de l'endroit. Neom est sur une zone sismique, et comment dire, créer une structure de 500 mètres de haut sur 17 km dans une zone sismique, bah ça me rend dubitatif sur sa faisabilité, mais surtout sur la sécurité. S'ils y arrivent alors que les Japonais galèrent dessus, je suis curieux de savoir comment ils vont faire. Le coût financier aussi est une problématique. 530 milliards de dollars. Première chose, ce chiffre est pour moi déjà très sous-évalué pour une ville témoin comme celle-ci. Et pourtant, ce chiffre représente déjà un tiers du PIB de l'Arabie Saoudite. Mais encore une fois, je n'ai pas toutes les informations, donc je vais spéculer sur le fait qu'ils savent ce qu'ils font et que ça devrait être suffisant. Ici, la problématique est différente pour moi. En effet, c'est une somme gargantuesque qui aurait pu être utilisée dans de nouvelles technologies au lieu d'essayer d'innover sur des projets extrêmement ambitieux
avec finalement un rayonnement pas si incroyable que ça au vu des sommes allouées. Je pense à titre personnel que ça serait plus intéressant d'investir sur des problématiques d'avenir, comme des systèmes permettant de dessaler l'eau de mer. Ceci aurait eu pour le coup une vraie plus-value pour la société, et permettrait de résoudre les problèmes d'eau potable dans le monde, et ferait rayonner l'Arabie Saoudite d'une manière beaucoup plus grande qu'un édifice comme The Line. Avec cet argent, on aurait pu aussi penser à essayer de verdir le désert. Et là, le message est incroyablement plus beau et plus fort qu'un bout de béton dans le désert. Donc quitte à endetter le pays, autant l'endetter pour quelque chose qui sera utile et qui répond à un objectif stratégique, à savoir l'indépendance vis-à-vis de l'eau et de la nourriture. Le troisième point est le coût écologique. Une barrière écologique de 170 km, c'est pas la meilleure idée pour un écosystème et des animaux qui veulent traverser d'un côté et de l'autre. Parlons-en aussi de cette barrière écologique. Un miroir de 85 km² dans l'un des déserts les plus chauds du monde n'est sûrement pas la meilleure idée. Pour exemple, l'édifice Walkie Talkie à Londres a fait fondre plusieurs voitures. Et là on parle de Londres, pas d'un désert les plus chauds. Donc quid de la faune et de la flore qui vont griller? Quel est l'impact sur les couloirs aériens en termes de vent, mais aussi en termes d'aviation? Quatrième problématique, la résilience du réseau. On veut faire une grande barre. Génial. On ne veut faire qu'un seul réseau. Mais quid de la résilience du réseau? S'il y a un point qui est KO, l'ensemble du réseau est compromis. Quid aussi de la faisabilité de l'Hyperloop, qui reste un projet encore à l'état embryonnaire. Reste la dernière solution, alors un métro, technologie qui est connue. Mais j'ai fait les calculs, je me suis amusé, et il faudrait 4 heures pour faire la cité de bout en bout. Autant dire que c'est très compliqué. Le dernier point est celui du développement durable ou du greenwashing. Pour moi, NEOM est un véritable désastre écologique. C'est l'équivalent de 4000 véhicules Assembly Building de la NASA. Pour donner un équivalent, ça fait à peu près 500 millions de tonnes en équivalent CO2, soit la consommation d'Haïti pendant 62 ans. Mais du coup, quel est mon avis concernant ce projet? Pour moi, ces problématiques, si elles sont vues en amont et traitées sincèrement, peuvent être prises comme une véritable opportunité. Et n'oublions pas aussi que sur tous les projets, on a des grosses problématiques, qu'il suffit de bien analyser pour pouvoir mitiger le risque. En tant qu'optimiste de la technologie, ou gros rêveur au choix, je suis convaincu que ce ne sont pas des problématiques gravées dans le marbre, et elles peuvent être résolues, et la technologie est là pour nous aider à relever ces défis. Ce qui me dérange le plus là, c'est l'instigateur du projet. Et j'ai de gros doutes sur les bénéfices que vont tirer la population. Je pense que l'argent aurait pu être investi autrement et de manière bien plus intelligente pour l'avenir de l'Arabie, voire même de la Terre entière. L'Arabie loupe le coche de devenir des sauveurs de l'humanité. Avec cet argent, ils auraient pu investir sur d'autres infrastructures, mais je vais pas revenir dessus. Bon, un peu quand même, parce que ça aurait pu être une véritable opportunité, surtout pour l'Arabie Saoudite qui est loin de toute source d'eau potable, qui possède très peu de terres arables. Mais alors, si on n'a pas de projet de société, quel est le véritable objectif? Peut-on émettre des doutes sur la volonté du prince de faire rentrer l'Arabie dans le 22e siècle? En fait, pour moi, ce projet est surtout conçu comme un projet de communication. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce projet? Qu'est-ce qu'on a appris? Le projet The Line ne sort pas de nulle part, mais est surtout la suite logique d'une pensée urbanistique de fonctionnalisme, qui trouve sa naissance en Europe avec Le Corbusier ou encore De Vinci. Et c'est finalement plutôt intéressant pour moi dans ce thème-là. 3 villes, 3 fonctions reliées par un métro avec uniquement des transports en commun. Et sur ça, je pense qu'on devrait être complètement d'accord. Cependant, l'argent de tous ces projets serait bien plus utile dans d'autres domaines et ferait réunir bien des talents différemment dans le monde entier. Ce qui m'attriste, c'est que le monde arabe qui a des talents jette son argent au lieu de les mettre en avant. Et maîtrise son peuple pour un concours de qui aura la plus grosse infrastructure. Du coup, qu'est-ce qui peut faire qu'on pourrait passer de l'utopie à la dystopie? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer si on met l'équivalent de la population de Londres dans 170 km, sans route, avec un seul métro, en plein milieu du désert, dans une zone sismique, loin de l'eau potable ou de terres arables, avec une intelligence artificielle pour analyser nos comportements, le tout dirigé par un dictateur qui n'en porte pas le nom. C'était le travail d'arabe. Salam. Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous qui le traversons. Oh. Si le mal domine, c'est qu'il a des siècles de